Bonsoir à tous, bienvenue sur Via Stella pour ce nouveau numéro d'Inquiesta, le dernier avant la trêve estivale. Dimanche dernier, la Corse a renouvelé 100% de ses députés, choisissant d'envoyer au Palais Bourbon 3 nationalistes de paix à Gours. Il y a un pas de plus pour cette mouvance lancée depuis la victoire en 2014 à la mairie de Bastia sur une dynamique que rien ne semble pouvoir arrêter. Camille de Rocazère et Sauveur Gandolfichet à droite, on en fait les frais sur un fond d'abstention record. Comment expliquer ce phénomène? Quel impact pour les prochaines échéances électorales et sur les relations entre la Corse et Paris, où le Premier ministre dispose d'une majorité absolue de 308 sièges, sans compter le MoDem. Alors où nous enregistrons cette émission, je précise qu'on ne connaît pas encore la composition du nouveau gouvernement. Alors pour en parler, pour analyser cette nouvelle donne politique, j'accueille des confrères de la presse insulaire. Antoine Albertini, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de Corse Matin et le patron de l'hebdomadaire Settimane. Buonasera. Merci d'être avec nous. Patrick Vinciguer, journaliste à RCFM. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean Vitus Albertini, que je ne vous présente plus, tant il vous a inondé de ses analyses durant cette période électorale. Bonsoir. Merci d'être venu, en tout cas. Alors, revenons d'abord sur les résultats dans les 4 circonscriptions. Donc, on le disait tout à l'heure, 3 députés nationalistes et un député de droite qui maintient le seul siège de la droite en Corse. Vous voyez ces scores qui s'affichent à l'écran. Alors, comment expliquer cette vague? Quels sont les ressorts de la recette nationaliste, Patrick Vinciguer? Tout d'abord, il faut dire que c'est une victoire incontestable au niveau des voix. Ils ont progressé depuis 2010 de façon spectaculaire. Alors j'ai noté, en 2017, c'est quand même 54 000 voix sur seulement 3 circonscriptions. Si on y ajoute les 5 000 de Jean-Paul Carolage, on arrive presque à 60 000 avec une participation beaucoup plus faible que la dernière fois en 2015. Donc c'est dire leur importance. Alors leur dynamique pour moi, elle vient tout d'abord de 2014, mars 2014, première étape, c'est la prise de la mairie de Bastia, pas Péagos à l'époque, souvenez-vous, vous avez dit Péagos, c'était pas Péagos, c'était Insempe Bastia. Les nationalistes, ce que l'on qualifie d'indépendantistes, n'y étaient pas, et c'est important, on se rappelle de l'union avec François Tat et notamment avec la droite et les socialistes, on a un peu oublié, mais c'était ça au départ. Surtout, il y a eu quelques mois plus tard le dépôt des armes par le FNC, je pense que c'est ça qui a compté le plus, ajouté à l'union, qui s'est créée en décembre 2015, il y a une gestion, au bout de 18 mois, plutôt bonne à la CTC. Vous avez ce résultat, surtout si on y ajoute également une volonté de dégagisme, comme on l'a trouvé sur le continent. Sur le continent, ça c'est passé par le macronisme, ici c'est passé par le nationalisme. Voilà. Alors, Antoine Albertini, il me parlait de Péragours, les 3 députés sont Péragours, c'est vrai qu'à l'époque, Corsica Libre n'était pas de la partie. Est-ce qu'il y a aussi l'élan de la jeunesse, ces militants qui sont beaucoup plus ancrés chez les nationalistes que dans les autres forces politiques en Corse? Alors, moi, je pense qu'il faut fonder l'analyse sur différentes approches. D'abord, effectivement, Patrick Vinciguer le rappelait à l'instant, Gilles Simeone a inventé le macronisme, en fait, en 2014, avant l'heure. Manière de faire de la politique autrement. En tout cas, c'était abolir les frontières, en quelque sorte. C'était l'affichage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, élan de la jeunesse. Je crois que c'est difficilement, on peut difficilement le lier au vu de la fréquentation des meetings. C'est plutôt un électorat assez jeune, qui se nourrit, d'ailleurs, on l'a écrit avec Jean-Marc Raphaël il y a 2 jours, qui se nourrit de nouvelles pratiques moins politiques, je dirais, que communicationnelles, avec une utilisation massive des réseaux sociaux, avec certains savoir-faire dans le domaine de l'organisation des meetings. Et si vous voulez en plus ajouter à cet effet-là un effet clairement, alors je sais que d'aucuns le contestent, mais moi je suis plutôt tenant de cette analyse, de dégagisme, avec des politiques traditionnelles qui ont beaucoup de mal à se réinventer, beaucoup de mal à renouveler leur message. Oui, vous avez les recettes d'un succès. Est-il amené à perdurer? En tout cas pour l'instant, le risque, à mon sens, c'est de voir pratiquement les pouvoirs très concentrés. En l'occurrence. Ici comme ailleurs, il s'est incarné avec le macronisme sur le continent, c'est le nationalisme qui l'incarne ici. Alors, Jean Vitus Albertini, sur cette vague, il y a 8000 voix de plus qu'au territorial, si on gagne que 3 des 4 circonscriptions, en plus avec une participation bien plus importante en 2015. Comment vous l'expliquez? J'aurais du mal à dire des choses différentes, mais 2 confrères ont tout dit. Le dégagisme, évidemment. Le bilan de la CTC, oui, parce que les nationalistes sont apparus non pas comme des épouvantails, comme certains pouvaient le craindre en 2015 lorsqu'ils ont conquis l'Assemblée territoriale, mais c'est plutôt des bons gestionnaires. Ils ont été présents sur un certain nombre de dossiers. Les résultats, évidemment, ils ne sont pas encore. Ce n'est pas en 18 mois que vous allez changer beaucoup de choses, mais il y a une présence et il y a une gestion qui est plutôt bien accueillie. En plus de ce que mes 2 confrères ont dit, je dirais que
Il y a une certaine logique à tout ça, parce que le mouvement nationaliste a occupé depuis un demi-siècle à peu près tout l'espace politique. C'est-à-dire que tous les thèmes qui ont été abordés, discutés à l'Assemblée régionale, à l'Assemblée territoriale, ensuite sur le terrain, à travers les syndicats, ce sont les organisations nationalistes qui l'ont porté. Aujourd'hui, il se trouve que depuis 2014, il y a une dynamique de conquête au plan électoral qui a été enclenchée. Elle trouve aujourd'hui, avec la législative, qui pourtant n'est pas forcément au départ une élection qui aurait pu être très favorable, scrutin uninominal, majoritaire, c'était toujours très compliqué pour les nationalistes, contrairement à la proportionnelle. Là, on est passé à une autre phase. Les nationalistes ont occupé l'espace des idées, ils occupent aujourd'hui l'espace électoral. Il y a une certaine logique là-dedans. Il y a un élément capital dans tout ça, donc que les nationalistes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont tendance aussi à essayer de l'occulter et à faire valoir leurs résultats par leur seule action publique, etc. Il y a le dépôt des armes du FLNC. C'est un élément. Là, l'ultima ratio, je dirais, des forces politiques traditionnelles qui consiste à dire si vous amenez les nationalistes au pouvoir, ce sera la prime donnée au terrorisme, entre guillemets, il s'est effondré. Il n'existe plus. On a vu que ce Georges Randolph s'est cassé les dents sur le Front républicain. Je le disais tout à l'heure, évidemment, en juin 2014, quand le FNC dépose les armes, ça ouvre la voie à une victoire prochaine, parce que comme le dit Jean Vitus, ils ont défini le contour du champ de bataille en imposant leurs revendications, et c'était les mieux placés finalement pour les défendre. Paul Jacob, durant sa mandature, les dossiers importants, que ce soit la co-officialité, que ce soit le statut de résident, ou même l'amnistie, c'est lui qui les a portés. Et en voulant les digérer, oui, il les a légitimés. Oui. Ce qu'on appelle la triangulation, ça s'est terminé par une strangulation, en quelque sorte. Alors on va écouter l'analyse de Gilles Simeone, il est le président de l'exécutif et le leader de cette majorité. Écoutez le message des Corses, selon lui, qui a été lancé dimanche soir. Sur le temps long, c'est une forme de consécration pour des décennies de lutte. Sur un temps plus court, ça vient dans la progression naturelle d'un cycle qui a commencé avec la victoire à la mairie de Bastia, qui a été poursuivi avec la victoire historique de décembre 2015 au niveau de la Corse tout entière. Aujourd'hui, nous envoyons 3 députés nationalistes au Palais Bourbon. Il y a aussi un sens politique profond, c'est sans doute la fin d'une certaine forme de dynastie, d'un certain rapport clientéliste, archaïque. Les Corses ont dit clairement qu'ils ne veulent plus de cet ancien système, et ils ont dit aussi majoritairement que nous devons tous ensemble ouvrir un chemin nouveau pour cette île. Ça nous donne aussi beaucoup de responsabilités en ayant conscience que beaucoup de celles et de ceux qui nous ont apporté leur suffrage ce soir ne sont pas forcément nationalistes. À nous de les convaincre et de leur démontrer dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir qu'ils ont fait le bon choix. Et je pense que nous ferons comme cela, je suis tout à fait confiant. Patrick Vinciguer, un vote d'adhésion en partie. On ne sait pas exactement quelle est la partie d'adhésion, mais il y a aussi ce vote au-delà de la famille nationaliste. On veut changer les visages, on dit, bon, pourquoi pas eux, ils feront peut-être pas mieux, mais en tout cas, ça change. Effectivement, c'est au-delà des nationalistes. Il suffit de regarder les résultats de certaines communes jacobistes ou de droite qui ont basculé très majoritairement nationalistes. Donc forcément, il y a des gens de gauche et de droite et des dynasties Tsoukaril, Jacob et même Rocazar qui n'est même pas en tête sur sa propre commune, son fief Porto-Vecchio. C'est dire si ça dépasse... Ça répond peut-être à d'autres logiques purement internes à la droite à Porto-Vecchio. Oui, sans doute. Après, je parlais, Jean Vitus a évoqué le bilan des nationalistes à la CTC. Sans doute, ça a joué, mais pour l'instant, ce bilan, on n'en sait que très peu. C'est 18 mois, c'est trop tôt pour juger. C'est plutôt la prise en compte des problèmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont été présents sur le terrain, à chaque fois qu'il y a eu un problème. Ce que ne faisaient pas les autres élus, il faut bien le dire. Et surtout, ce qui est important, à mon avis, c'est qu'ils ont mis entre parenthèses la revendication quitte les verts, c'est-à-dire l'indépendance. Et ce sont des gestionnaires, pas des nationalistes que l'on a à la tête de la CTC. Et c'est pour ça que les gens, ils ont été complètement dédiabolisés. Les gens n'ont plus peur. Donc oui, il n'y a plus de la violence, il n'y a plus une représentation de la Corse qui apparaît comme satisfaisante, en tout cas quand on regarde ces résultats. Regardez ces chiffres, vous parliez tout à l'heure des 3 familles politiques, les chiffres du premier tour entre les trois principales forces, c'est-à-dire les nationalistes en nombre de voix, la droite et le Rassemblement En Marche. Alors justement, on s'aperçoit qu'ils gardent cette marge de progression avec une abstention qui malgré tout est record. Donc Antoine Albertine, c'est véritablement un plébiscite pour eux, dans le sens où on confirme la volonté de voir arriver le nationaliste au pouvoir. Moi, excusez-moi, j'ai peut-être une analyse complètement à rebours, mais moi je trouve que pour le coup, la Corse, c'est l'électeur corse et l'électeur
continentales, je dirais, se sont considérablement rapprochés au cours de cette élection. Pour la bonne et simple raison que je ne mésestime pas et je ne minore pas le score nationaliste. Gilles Simeone lui reconnaissait lui-même à l'instant quelle est la part d'adhésion, finalement, on ne le sait pas vraiment. Mais ce qui incarne, à mon sens, la réalité de ce vote-là, c'est qu'on a un électorat local qui a finalement embrassé le mouvement national en matière sur fond de dégagisme, je dirais, entre guillemets. Parce qu'après tout. À l'os aux bourses. Oui, voilà, parce qu'après tout, on pourra en discuter tout à l'heure, mais les deux députés sortants de droite, Camille de Rocazère et Sauveur Gandolf-Fichette, n'ont pas été les plus mauvais de la Ve République. Loin de là, ils sont même emparés de problématiques. Je pense à Sauveur Gandolf-Fichette avec les prisonniers. C'est quand même quelqu'un qui a bataillé pendant de nombreuses années, qui a essayé de ramener à lui, de convaincre des députés de droite qui n'étaient pas nécessairement favorables à ce type de revendications, et pourtant il a été balayé. Alors évidemment, là encore, il y a le siphon des voix nationalistes, mais moi je pense que cette élection-là aussi, elle se traduit en Corse par une espèce de déclinaison locale, mais je me trompe peut-être, d'une volonté pure de dégagisme. Elle coïncide, mais à la différence avec le reste de la France, c'est qu'elle a commencé en 2014, avec la chute de la dynastie Tsoukarilli. Ça s'est confirmé en 2015 avec la chute de la dynastie de Jacob, et ça s'est concrétisé aujourd'hui avec l'ensemble. Celle de Rocazère essentiellement. C'est vrai, à ceci près que en 2014, à Bastia, c'est une alliance assez large qui permet de faire tomber Tsoukarilli. Oui, mais elle tombe. Très large. Les gens ont oublié qu'il y avait François Tate et Julien Morgan. À ceci il y a toujours des socialistes, il y a toujours la droite. Hein, et à ceci près aussi que Paul Jacob chute assez lourdement, parce qu'il y a le poids des affaires aussi. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces deux éléments, je ne sais pas si Si tout avait été bien fait et bien géré, en la plus parfaite honnêteté, certain qu'il y serait peut-être sans doute, encore. mais ce que je veux dire, c'est toujours des raisons aux échecs. Moi, je n'accorde pas, j'accorde la victoire des nationalistes et consorts au municipal de Bastia en 2014 à une très bonne manœuvre tactique et stratégique, assez bien déclinée, mais je ne sais pas si je l'accorde à une volonté de dégagisme à l'époque. En tout cas, Patrick le soulignait, ils étaient unis, les nationalistes, et là, on voit que l'union paye. Ça ne plaît pas peut-être à tout le monde, parce qu'on sait que du côté d'Isabelle Bergours et de Fémois-Gours, on est plutôt pour la stratégie des deux listes au premier tour à la territoriale. Les deux offres sont sur la table, c'est ce que dit Gilles Simeone, et selon vous, ça va pencher pour l'union dès le premier tour, ces résultats ? Je ne sais pas. Surtout, ça va discuter. Pendant tout cet été, je pense que ça va discuter de ça. On l'a vu clairement au soir du premier tour, on les a reçus sur notre antenne, vous les avez reçus vous aussi en plateau. Gilles Simeone, il est plutôt pour deux listes au premier tour, hein, c'est assez clair. Hein. Et alors que Jean-Guy Talamone, lui dit non mais c'est acquis, il n'y aura qu'une liste. Mais comment vous pouvez le dire ? Les résultats. Il a raison, les résultats, ça prouve que... Mais Gilles Simeone, il répond qu'en 2015, on a gagné avec deux listes unies, mais au second tour, pas au premier. Au départ, il y avait deux listes. Voilà. Alors, donc, on ne parle pas beaucoup de l'autre force nationaliste, c'est le Rinov dans tout ça. Bon, ils sont de facto apparemment exclus de cette alliance au premier ou au second tour. Moi, c'est ce qui me semble, mais en tout cas, ce que j'ai du mal à comprendre et ce que je pense que le lecteur aura du mal à comprendre aussi, c'est l'absence de liste unie au premier tour territorial, parce que ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que grosso modo, un terme que j'aime pas, qui veut rien dire en fait, mais les modérés, disons Péragours, finalement. Tout le monde est modéré. Voilà. Veulent se compter pour voir combien ils peuvent peser au deuxième tour, et finalement, s'ils arrivent en position de suffisamment de force, on comprend bien qu'il s'agira ensuite de négocier des places sur la liste en fonction d'un quantum de voix récupérées par récupérées. Et tout ça, annoncé dès avant la tenue du scrutin, je trouve que ça fait un peu tambouille. Alors, à mon avis, je ne sais pas si c'est pas une erreur de communication. Jean-Vitus Albertini, la stratégie aussi, si on part à deux listes au premier tour, c'est pour pouvoir intégrer d'autres forces progressistes de droite et de gauche. C'est toute la différence. Bon, c'est vrai qu'après un résultat tel que celui de dimanche dernier, il est difficile de faire comprendre peut-être à l'électorat nationaliste qu'il vaut mieux être séparé qu'uni, au moins au premier tour. Ceci dit, on comprend bien l'intérêt de Corsica Libre de faire une liste unique, parce que bon, elle préserve ses positions d'aujourd'hui, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée, un groupe important quand même à l'Assemblée, peut-être plus important encore si les nationalistes remportent l'élection du mois de décembre. Et puis, effectivement, c'est un changement de stratégie, c'est une évolution de stratégie. Si demain, vous avez deux listes au premier tour, au second, évidemment, il y a rassemblement, mais au troisième, ça permet aussi une ouverture. Et ouverture vers qui, tout le monde le sait, c'est vers cette gauche progressiste qui serait représentée peut-être
en cas d'élection, parce que pour eux, c'est même pas tout à fait sûr, de l'attendant, disons, Orsucci, peut-être Orlandi, Maria Luigi, ou à droite éventuellement Jean-Martin Mandolone, mais en tout cas plutôt vers cette gauche progressiste. Alors il est certain que là, on est dans une autre configuration. C'est plus une alliance, un bipied, je dirais, Corsica Libre, Femme-Gauche, mais un trépied avec une partie de la gauche progressiste. C'est pas seulement une addition arithmétique, c'est aussi peut-être une évolution stratégique, et c'est peut-être là que le débat va être le plus profond entre la tendance Corsica Libre et Femme-Gauche. Alors, on va passer au résultat de la droite. Je le disais tout à l'heure, en recul. Elle conserve un siège simplement sur les 3 qu'elle détenait. Camille de Rocazera est battu à Porto Vecchio alors qu'il briguait un 4e mandat. Je vous propose de l'écouter. On discute après. Malgré les succès législatifs que j'ai pu avoir sur le foncier, on s'aperçoit que ce n'est pas ce travail-là qui compte. C'est le travail de terrain, c'est le travail... On est dans la confusion des élections, on n'était pas dans une véritable élection législative, on était dans une élection déjà pré-territoriale. Eh bien, nous verrons à travers cet échec comment refonder quelque chose pour affronter les territoriales. Je dirais, pas forcément avec moi, mais avec d'autres. On verra bien comment la droite doit se ressourcer, doit se refonder, se régénérer et renouveler ses forces. Alors, absente du 2e tour dans la circonscription de Corté-Balagne, elle perd 2 députés dans la bataille. Comment on explique tout ça? Bon, la division, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, Patrick Butcher. Camille de Rocazera parle d'élection pré-territoriale, peut-être, mais c'est surtout une élection post-présidentielle. Hein. Et la campagne présidentielle pour la droite, ça a été une catastrophe. Je parle du plan national. Hein. L'effet Fillon, sans doute, ça a pesé. On le voit aujourd'hui, il y a d'ailleurs à l'Assemblée nationale 2 groupes de droite qui sont créés. Il y a les républicains constructifs et les républicains historiques. Bon, cette division, il y a un Premier ministre de droite. Il y a un Premier ministre de droite et un ministre de l'économie de droite, etc., etc. Donc la division est profonde. Et puis bon, après, pour Camille de Rocazera, il y a l'usure d'une dynastie. Camille de Rocazera, son grand-père a été élu en 1928. Vous vous rendez compte? 1928 député, il est resté jusqu'en 40. Ensuite, ça a été son père qui est entré à l'Assemblée nationale en 62, qui s'est arrêté en 98. Bon, et là, Camille de Rocazera sollicitait son 4e mandat. Si la loi du feu ministre de la Justice, Bayrou, était passée sur la moralisation de la vie publique, il n'aurait même pas eu le droit de se présenter puisque c'est limité à 3 mandats dans le temps. Antoine Albertini. Il y a un résultat de la droite en creux qui est observé, c'est celui de Jean-Jacques Ferrara, en fait. Or, il se trouve que c'est le seul candidat de droite qui est élu, et il se trouve que c'est le candidat d'une droite, je parle de la première circonscription de Corse-du-Sud, ça vous a échappé, Sébastien Thier, vous voyez de quoi Non, tout à fait, je suis jusqu'à présent. Il se trouve que c'est le seul candidat d'une droite un peu aérée, entre guillemets, avec Laurent Marcangeli, qui est quelqu'un de pas fermé, dont on sait qu'il a pris langue avec les nationalistes, qui est plutôt ouvert sur certaines thématiques qui font florès dans l'opinion. Qui était jupéiste et qui a coupé les ponts avec François Fillon à un moment donné. Exactement, mais non, mais tout simplement que c'est le seul candidat de droite à passer. Ne la jouez pas comme ça, Sébastien. Le seul candidat de droite à passer, finalement, c'est un candidat d'une droite un peu renouvelée, un peu jeune, un peu aéré, qui n'est pas fermé systématiquement à toute discussion sur l'évolution institutionnelle, sur la langue. Il se trouve que c'est le seul qui passe. Je crois qu'il y a un gros problème de logiciel à droite. Je crois que les 2 candidats n'ont pas su renouveler leur discours. Ils ont un bilan parlementaire, à mon sens, très honnête. Camille de Rocazera et Sauveur Gondo-Fichette, ils ont un bilan par, je pense, prolongation de l'arrêté Millau, je pense à la question des prisonniers, je pense à la question pour Sauveur Gondo-Fichette aussi, qui a tenté, contre vents et marées, de faire passer une espèce de continuité de service public avec le service maritime il y a 7-8 ans. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, il s'est démené sur ce sujet-là. Bon, ils ne sont pas passés. Or, Jean-Jacques Ferrara, qui est une nouvelle tête, associé à une droite qui a plutôt une image d'ouverture et je dirais de modernité, et il passe. Peut-être que là, il y a quelque chose à... Alors, il y a matière à analyse. Revue, style Jean-Martin Mandolone, même s'il est sur un échec à cause de la division, style la droite ajaxienne, c'est ça la solution, selon vous, pour la recomposition, Jean Vitus? Ça, on verra dans les semaines à venir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un échec flagrant pour la droite, cette élection législative, pour ne parler que de la Corse. Elle perd quand même 2 sièges de députés. Et
la figure emblématique, évidemment, de Camille de Rocazère, qui est victime aussi certainement de l'usure du pouvoir. Patrick l'a rappelé depuis 1962, pour ne rester qu'à la période, je dirais, contemporaine. Pour parler de son père uniquement. 55 ans de députation dans la famille Rocazère. Il fallait un moment que ça s'arrête, et ça s'est arrêté là. Ceci dit, beaucoup s'y sont cassés les dents. Denis de Rocazère, a longtemps, pendant 30 ans, a combattu contre Jean-Paul. Ça a été le cas d'autres candidats. Jean-Christophe Angy lui-même a échoué à la députation face à Camille. Et là, c'est un nationaliste moins connu qui arrive, donc il fallait un moment que ça s'arrête. On était au bout d'un processus. Maintenant, comment la droite peut se reconstruire? Elle perd l'usure du pouvoir, bien sûr, à cause de l'usure du pouvoir, mais aussi par le fait qu'elle n'a tenu aucun compte de ses défaites électorales précédentes, c'est-à-dire celle de 2015, où elle subit un échec cuisant là, aux élections territoriales, pour cause de division, mais aussi pour autre chose. Elle a été incapable de présenter un plan de développement de la Corse. En 26 ans de mandature à la tête de la collectivité territoriale, de l'Assemblée régionale et collectivité territoriale, on ne peut pas dire qu'elle ait marqué son temps. Peut-être la période Badiol a été un peu différente, mais ensuite, ça n'a pas été quand même une gestion des plus positives. Donc, elle paye aussi ça, et surtout, elle ne se renouvelle pas, ni au point de vue des hommes, ni au point de vue des idées. Alors, c'est vrai qu'Ajaccio fait figure un peu d'exception avec la victoire de Laurent Marcangeli, déjà au municipal, et de Jean-Jacques Ferrara, bien sûr, qui était son candidat. Il a dû d'ailleurs batailler à l'interne pour pouvoir l'imposer. Et là, ça change un peu. Ceci dit, attention, regardons bien les chiffres sur Ajaccio. Jean-Jacques Ferrara disait qu'il était le mieux élu des parlementaires. Pas du tout. C'est celui qui est le plus mal élu. À peine 24% des inscrits. Il a eu à Ajaccio 60% d'abstention sur la circonscription d'Ajaccio. C'est 59. Ça veut dire que là, s'il y avait eu un candidat nationaliste au deuxième tour, comme l'a souligné d'ailleurs Camille de Rocazère le soir du scrutin, les choses auraient peut-être été différentes. Alors, qui est le leader à droite? Mais ces réserves étant, je pense quand même que si la droite doit se reconstruire, notamment pour la fin de l'année, pour les territoriales, c'est autour de la figure de Laurent Marcangeli. C'est le seul leader qui reste à droite. Et si en 2015, vous avez dit qu'il y avait des divisions, il y avait aussi autre chose. Il y a surtout Laurent Marcangeli qui n'y va pas. Il est sur la liste, mais il place José Ross, il a 70 ans, tête de liste. Il n'avait pas vraiment envie de gagner dans ces conditions. Et je me demande si cette fois-ci c'est pareil. On a l'impression qu'il y a une valse hésitation chez Laurent Marcangeli qui n'a pas envie de se détacher de la ville d'Ajaccio. Laurent Marcangeli a toujours annoncé la couleur. Je suis maire, je le resterai jusqu'en 2020. Il privilégie la mairie. Donc si en décembre prochain, Laurent Marcangeli n'y va pas, la droite sera dans le même état. Sur qui peut-elle compter? Jean-Martin Mondelone, mais enfin bon, son score à Corté, il n'a pas la surface électorale d'un Laurent Marcangeli. Alors, autre force politique, on disait tout à l'heure, le pari d'En Marche n'a pas fonctionné en Corse. 25 500 voix au premier tour. Deux candidats qui ont passé le premier tour, mais aucun député. Alors, on disait la concurrence frontale avec le concept nationaliste, c'est ça qui a expliqué cet échec? Non, il n'y a pas que ça. D'abord, moi, je ne partage pas votre point de vue. Je ne sais pas si on peut parler d'échec frontal. Vous êtes jamais d'accord avec moi, vous? Non, c'est rare, même, vous le savez, même dans le cadre privé, c'est assez rare. D'abord, 25 500 voix au premier tour, pour moi, c'est pas anodin, c'est pas rien, à mon sens. D'autre part, il y a quand même une conjoncture particulière. C'est-à-dire qu'il y a François Hollande dans la première circonscription de la Haute-Corse qui est directement victime de division avec avec la candidature dissidente de Julien Morganti. Il y a Jean-Charles Orsout qui est victime, en tout cas qui doit faire face chez lui dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, à une mobilisation extrêmement forte, extrêmement pugnace des nationalistes qui, ceci étant dit entre parenthèses, n'ont pas été toujours très corrects avec lui pour cette élection. Je pense notamment à des tags à Sartène, etc., alors qu'il aura bien fait la courte échelle en décembre 2015, et qui ont voulu passer en force. Enfin bon, c'est la politique, ils sont passés en force. Il fallait mettre à bas le dernier fief des baronnies politiques locales, ce qu'ils ont fait. Donc on sait qu'il y avait une très forte mobilisation des nationalistes dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, et ils chutent sur ça. Francis Duodigi, perçu comme l'héritier de Paul Jacob, avec une partie des soutiens de Paul Jacob qui ne faisait pas mystère du fait qu'il n'appellerait ni à voter pour lui et qu'il ne le soutiendrait pas officiellement comme officieusement. Et puis vous avez Maria Guidicelli qui était quand même malgré tout dans une circonscription très marquée à droite, etc. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler. Alors, Jean Vitus me rétorquera, oui, si. Mais oui, au regard effectivement. de la vague nationale, 19 députés LR, REM n'étaient pas au second tour, il y en a 2 en Corse. Il y a 0 député en Corse sur 4 circonscriptions. Oui. Je dis pas résultat de rut, au regard de la vague nationale. Le dégagisme
qui a pu faire Flores et profiter aux candidats La République En Marche ailleurs sur le continent. Cette surface politique, elle est totalement occupée par les nationalistes. Il faut quand même noter le génie qui a trouvé l'idée d'investir 4 candidats d'En Marche qui faisaient partie d'une majorité territoriale qui avait été retoquée 18 mois auparavant. Ça, il fallait quand même le trouver. C'est-à-dire qu'aucune des personnes... Alors, ce n'est pas le meilleur des castings, mais qui à la place? Non, mais ça c'est leur problème. Ah oui, c'est leur Le problème, c'est qu'ils ont mis ces candidats-là et que le c'est qu'il y a- résultat était celui-là. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alors, je Le sais, moment est cela jeune, dit, il y avait personne je sais que des Ils auraient proches... pu peut-être penser un peu plus que quand on est battu et sèchement 18 mois auparavant, de remettre les mêmes personnes, ceci dit, qui sont des personnes tout à fait honorables, hein. Mais elles ont perdu les élections. Elles étaient associées à une majorité territoriale dont on ne peut pas dire que la gestion ait été particulièrement exemplaire et elle a été frappée par les affaires. Et avec le thème de la transparence et de la nouveauté, on remet les mêmes. Effectivement, C'est quand même assez curieux. effectivement, il y a cet aspect-là des choses. Moi, je sais que l'entourage d'Emmanuel Macron, dès avant les résultats de la présidentielle, sondait ici largement les candidats potentiels, etc. On a reçu certains à Paris, les ont même rencontrés ici. Ce qu'il y a de certain aussi, c'est que je sais la réponse qui leur a été faite. C'est-à-dire qu'en dépit de ces figures, certes, marquées du sceau du jacobisme, entre guillemets, à des degrés divers pour les uns pour les autres, il n'en demeure pas moins qu'il n'y avait pas nécessairement Il y avait Henri Manos. François Casasobran à Ajaccio aurait pu très bien être investi. On peut s'interroger aussi sur le choix de Francis Diouidji. n'est pas le perdant de l'année. Comme Julien Morgante ici circonscription. ne l'était pas non plus. François Casasobran, ça fait longtemps qu'il est en politique. Il n'y a pas eu comme sur... Oui, il n'était pas associé à la majorité jacobiste, il n'était pas moi, élu. je crois que la raison principale, c'est qu'il n'y avait pas de place en Corse pour une macromania ou une macromania quand il y a une nationalomania. Parce que vous avez sur Ça, le il ne pouvait continent... pas le savoir avant. On parle des erreurs de casting sur le continent. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux certains candidats de 25-26 ans qui ont été élus avec 55 voire 60%. C'était pire que certains souvenirs que j'ai de candidats ici en Corse. Hein. C'était bien pire. Comment vous expliquez le cas particulier du MCD, enfin une partie du MCD, François Tatier et Julien Morgante, qui a maintenu cette candidature, fait perdre leur camp, qui sont contents. Ça, on dirait. Pour moi, ça échappe à toute explication. Hein. Je n'ai pas saisi. Je n'ai pas saisi, si ce n'est pour Julien Morgante de prendre date pour 2020. C'est tout. De se compter. Évidemment. C'est bien de se compter, mais il faut que ça ait un sens. C'est plutôt aussi. isolé que compter. Il faut que ça ait un sens. Et là, l'absence de sens était assez criant. C'est de faire table rase pour ensuite essayer de reconstruire. C'est vrai que c'est une stratégie un peu alambiquée. Enfin, ou alors, à moins que la trahison soit dans les gènes, j'en sais rien. Alors, il y aura un axe possible à la territoriale de ces figures assez différentes. Hein. Le maire d'hiver droite de Ghisonaccia, Maria qui est ancienne du Front de Gauche, François Hollande. Francis Diou dit je ne sais pas. Pour le reste, François Hollande, qui était notre invité ce matin, l'a laissé clairement entendre. Il y aura un axe sans doute qui partira de Bastia avec lui-même, François Hollande, et jusqu'à Ajaccio avec Maria Guidicil et Jean-Charles Orsucci. Et Jean-Baptiste Lucioni. Sur la rive sud. Non, mais je parlais des 3 leaders. Voilà, oui. Je pense qu'on aura une liste, La République En Marche, autour de ces personnalités. Qui peut la mener, cette liste? Parce qu'il n'y a pas de vrai leader qui ressort. Je ne vais pas Non, mais le désigner, selon moi. vous, Peut-être vont-ils compter les voix pour je ne sais répartir pas. les Je sais pas, tâches. Jean-Charles Orsucci ou François Hollande, je ne vois pas qui pour la l'autre. jeunesse. Entre Orsucci et Hollande, dans la théorie du rapprochement avec les Ça nationalistes... commence tous les deux par O. Voilà, Vous aurez noté. non, mais Ça, c'est il y a quand même intéressant. des grosses différences. On voit mal Il y a déjà une différence d'âge qui compte. Aujourd'hui, qui compte. C'est vrai que les gens ont besoin de rajeunir la classe politique. Plus Surtout que en Corse. le fait de savoir qui va diriger la liste, à la limite, c'est sur quelle base politique ils vont pouvoir se rassembler. J'ai vu que Jean Tsoukaril, il soutenait François Hollande pour cette élection législative. Est-ce que dans le cadre d'une démarche unitaire lors de la prochaine territoriale, il va y avoir les mêmes soutiens? Est-ce que Jean Tsoukaril peut appuyer Émile une Tsoukaril liste est au meeting, Mais ce n'est pas de la faute de François Hollande. Ce n'est pas de la faute de François Hollande s'il est soutenu par Jean Tsoukaril. Non, mais est-ce qu'il le soutiendra au moment des territoriales? On n'est pas comptable de ses soutiens. Avec Jean-Charles Orsucci, Maria Diouidji, qui sont sur des lignes politiques qui sont complètement différentes. Le problème de fond pour la gauche, ça va être celui-là. Sur quelle base politique ils vont pouvoir se rassembler? Est-ce qu'on va garder cette gauche plutôt réformiste, plutôt moderniste, ou est-ce qu'il va y avoir aussi d'autres listes de gauche n'existe plus. républicaines? Elle n'existe plus elle est morte structurellement, et elle peut rebondir à l'occasion d'une territoriale. Elle peut être présente en tout cas. Qui Peut-être qu'elle ne Ah dépassera oui, non, pas mais les présente, je peux me 3,5%. présenter moi aussi, croyez-moi, je ne vais pas faire des... Mais ils ne vont pas de laisser Casasobran, la place. Tsoukaril, Ils vont pas disparaître ça comme ça. pourrait être un axe, Casasobran, Tsoukaril, Parce que Casasobran a été vacciné. Des axes de division. Jean Tsoukaril et François Tati.
Les Républicains de gauche, justement. Cette gauche, Appelez-moi lors de la première réunion, je veux voir quelle gueule ça va Politiquement, avoir, ça. hors les Il y a un nationalistes, espace. il n'y a plus vraiment d'espace. Or, le corcisme, il n'y a plus d'espace politique. La seule La gauche et la différence, droite n'ont pas disparu. la seule différence qu'ils vont affirmer, c'est la Corse dans la République. Hormis ce préalable, ils sont ouverts à tout sur la langue, sur le foncier, etc. Il n'y a plus de différence. Elles tombent les unes après les autres. On voit Anthony Et on le verra- Alexandrine, il parle d'autonomie, Bien président sûr, du tout le PRG, monde. tout ça, hein. Attendez, Jean-Jacques Panon nous a parlé d'autonomie. Camille de Rocazer aussi. Tout le lors du monde, débat. parle Il restera d'autonomie. Pierre-Jean Loudja. Et on le verra, Il plus, parle de on le Napoléon. verra plus encore au municipal de 2020. Vous allez voir que tout le monde va être nationaliste. Mais alors justement, les seuls représentants de la gauche, on ne compte pas le Rassemblement En Marche, c'était le Front de gauche et les communistes dans cette élection. Ça, c'est la gauche, Le PRG a disparu. la gauche Pas de traditionnelle. candidat du La PRG. gauche de la gauche. quoi. La gauche de la gauche qui existe encore. Bon, le Parti communiste est quand même en voie de disparition. Hein. Il diminue à chaque élection. Parti radical, lui, alors, a disparu. complètement disparu. corps et Il biens. était atomisé. Parti socialiste, En même temps, c'était complètement absent. la survivance d'un tel anachronisme, le parti Mais radical de gauche. la France insoumise et le Parti communiste existent encore, c'est vrai. Si on additionne les deux scores, ça peut dépasser quand même largement les 7%. Oui, Donc ça, c'est une indication. Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord pour les prochaines territoriales? Ça, c'est une autre paire de manches. On a vu à Paris, je crois, ces jours-ci, qu'il y aurait deux groupes, Front de gauche et Parti communiste. Alors, évidemment, ils discutent directement avec Mélenchon, c'est compliqué. Peut-être sera plus facile entre Casamart et Michel Stéphanie. Mais en tout cas, rien n'indique pour l'instant qu'il y aura un rassemblement de cette force de gauche pour les prochaines Non, territoriales. d'autant que la gauche traditionnelle, entre guillemets, le PS, qui a jamais brillé par le nombre de ses troupes en Corse, a complètement laminé, on n'entend plus parler. Emmanuel De Gentili a soutenu contre Vanzemer Manuel Valls, qui s'est pris le stiafou du siècle à la primaire. Vous avez les radicaux de gauche, on disait atomisés, survivance d'un anachronisme. Franchement, on ne savait pas trop ce qu'était cette formation politique, qu'elle était devenue. Et divisé en plus. Bon, et ultra divisée en Corse avec un canal historique, un canal habituel, enfin bon, bref, j'en passe des meilleurs. Et vous avez effectivement, il reste une gauche de la gauche, et finalement, c'est la seule qui peut avoir des chances à la condition de l'union, comme le soulignait Jean Vitus, de franchir la barre du premier tour. Mais ça, une telle stratégie, c'est obéré par les décisions aussi des appareils à Paris. On sait que c'est une gauche très centralisée, dont les prises de décision se font assez souvent à Paris. Et là, la possibilité d'une déclinaison locale de stratégie définie à Paris me semble... Ça veut dire que les nationalistes ont colonisé tout le débat politique. Il faut être un peu autonomiste pour pouvoir espérer être élu, quoi. Il y a aussi Je une pense histoire que de c'est- cycle. Je pense que c'est l'enseignement de cette élection, effectivement. Vous avez raison, ils ont colonisé le terrain politique. Maintenant, on est soit nationaliste, soit on ne l'est pas. Mais la seule différence, je vous dis, c'est l'ancrage dans la République ou pas, la République une ou indivisible ou pas. L'indépendance mise comme revendication entre parenthèses, il n'y a aucun problème pour s'allier. On le voit. Regardez la mairie de Fouriane, c'était une mairie de gauche, Vandal, jacobiste, etc. Et puis finalement, ils appellent à voter pour Michel Castellani. Juste une petite parenthèse, je vous coupe. Le nombre de gens que j'ai vus sur cette élection voler au secours de la victoire, Oui, c'est quand même pas mal. Oui, Parce qu'il y a c'est eu- humain. Ah oui, non, mais, À chaque non, mais- scrutin. enfin, c'est humain quand on est maire d'une commune et qu'on a reçu mandat de ses électeurs et que le dimanche soir du premier tour à 20h12, on se découvre la fibre nationaliste. Et qu'on envoie des SMS à ses administrés pour leur demander de voter national. Absolument, Ce faut sont des vraiment, pratiques, pour prendre une expression, il faut vraiment pas avoir de face. Ouais. Voilà. Alors, ça c'est dit. oui, Donc, alors. l'abstention. Ils sont je- vous voulez des noms, on vous en voulez a des noms, parlé ils tout sont à l'heure. Vous voulez des noms L'abstention record, regardez ce chiffre, c'est le chiffre du deuxième tour. Alors en Corse, un petit peu moins que sur le reste du territoire national. Comment on peut expliquer cette démobilisation? On sait très bien qu'en Corse, les élections, c'est une passion aussi et qu'on n'a jamais atteint ces taux-là. Hein, Jean-Michel. Je pense qu'il y a plusieurs explications. La première, c'est peut-être le fait que l'offre politique était peut-être pas aussi intéressante qu'on voulait bien le dire. La deuxième, c'est aussi une certaine lassitude de l'électorat. On était quand même à 8 scrutins, je crois, depuis le mois de novembre. Et puis on était dans le débat politique depuis le mois de septembre, avec les primaires de la droite et les primaires de la gauche, le Ça va premier tour continuer et en le décembre. deuxième tour, etc. Bon, on avait une succession de débats politiques. Je pense que le corps électoral a été saturé par tout ça. Il arrive un moment, il n'en peut plus, lui non plus, et il se réfugie dans l'abstention, en pensant aussi que les jeux sont faits depuis l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est l'élection phare de la Ve République. On sait que de celle-là découle tout le reste. Donc l'électorat ne va pas se En déjuger. particulier depuis la un mois coïncidence après. des calendriers, pour renforcer encore un peu plus la présidentialisation du régime. Voilà.
On est dans un régime qui devient de plus en plus présidentiel. Il était hybride au départ, et là, il est quasiment présidentiel. C'est pour ça que certains appellent de leur vœu la 6e République. C'est vrai que l'inversion du calendrier électoral qui a coïncidé avec l'instauration du quinquennat, l'élection législative ne sert plus à grand-chose. Elle valide l'élection du président, et l'Assemblée nationale devient d'ailleurs de plus en plus une chambre d'enregistrement, c'est tout. Alors, et d'autant plus avec cette majorité. Oui, mais là c'est bâché. Là, on arrive dans le. Sur le rôle de Paul Jacob, est-ce qu'il sera rejugé après l'été en appel? Est-ce qu'il peut espérer jouer un rôle au niveau du leadership à gauche? Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois plus. Rien n'est jamais sûr, mais je pense que, oui, on l'a dit, la Jacobie, c'est terminé. On a vu ses résultats au territorial, chacun a fait ce qu'il a voulu. Et notamment ses lieutenants. On a vu s'entendre à Ligoton et voter pour Mondeleur, faire des trucs complètement... C'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. C'est parti vraiment dans tous les sens. Donc je ne sais plus s'il a un poids. En politique, on dit qu'on n'est jamais mort. Sauf si on a dit pelleté de terre. C'est la dernière pelletée de terre. Mais là, c'est vrai que peut-être un peu compliqué pour lui. Peut-être une relaxe en appel. Mais comme même ça ne change rien. Je pense que les affaires l'ont plombé. Même s'il lui n'a pas une responsabilité directe, les affaires l'ont plombé. Il en subit les conséquences politiques. Et puis il n'y a pas que les affaires. Il y a aussi, il faut le dire, la gestion des 5 années à la tête de la collectivité territoriale. À chaque fois qu'ils ouvrent un placard, ils trouvent une affaire. Et la police, quasiment, dort à l'Assemblée territoriale en faisant des perquisitions quasiment toutes les semaines sur les affaires des marchés publics, sur les affaires des emplois fictifs. Ça fait quand même... il y a du lourd. Mais paradoxalement, c'est cette mandature qui a permis l'apaisement de la Corse. Du point de vue en mettant des sur la place publique du point de vue de la gestion et des pratiques, etc. Mais parce qu'on retrouve... Il a créé les conditions du dépôt des armes. De ce côté-là, si on extrapole un peu, si on élargit le cadre du débat, on retrouve quelque chose qui est très clair. Vous disiez pas de responsabilité directe dans tout ça. On le sait. Paul Jacob, c'est les idées, c'est les dossiers, c'est un député qui a été extrêmement pugnace sur certains dossiers, qui prenait la parole notamment en matière d'économie, etc. Et ce qui se passait en dessous de lui, il a peut-être eu le tort de ne pas s'y intéresser comme il aurait dû. A-t-il une responsabilité directe dans les affaires, notamment les affaires judiciaires comme les gîtes ruraux? Je me garderais bien de porter un jugement. Je ne suis pas magistrat. Moi, j'ai mon propre avis et je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il ait joué un rôle direct dans ça, et je pense même que... C'était tout un système qui était quand même là pour le servir. Oui, et puis je pensais qu'il n'était pas au courant. Ça, bon, on va pas faire le procès. Voilà, au-delà de ça... Mais sur la gestion de l'Assemblée territoriale pendant 5 ans, là, sa responsabilité, elle est directe. Au-delà de ça, moi, je pense surtout que c'est quelqu'un, à mon avis, qui doit être aujourd'hui écœuré, effectivement, de voir que, dans un délai de temps très court, finalement, entre le moment où on comprend qu'il va se retirer, au moins temporairement, de la vie politique et l'élection, de voir son fief fragmenté, atomisé, avec des gens qui, on le disait tout à l'heure, volent au secours de la victoire, votent pour un intérêt... Aujourd'hui, aux mains des nationalistes. Et qui est aujourd'hui assez aux mains des nationalistes. Je pense qu'il a de quoi être particulièrement amer. Alors, on va voir tout de suite une photographie de l'Assemblée nationale, à quoi ressemble le rapport de force politique au lendemain de ces élections au niveau national. Alors, on a une majorité, on a découpé le modem parce qu'on ne sait pas encore précisément s'il sera uni ou pas. Donc 308 députés. En tout cas, il y aura une sénatoriale en septembre. On n'est pas concerné, mais on peut penser que la majorité des 3/5 nécessaires à la modification de la Constitution peut être atteinte pour Emmanuel Macron. Ça lui laisse les mains libres. Est-ce qu'il y a un espoir à avoir avec ce message envoyé à Paris, Jean-Vitus Alberti? Pour l'instant, les contacts qui ont été pris avant les élections, c'est-à-dire pendant la campagne électorale avec Emmanuel Macron lui-même ou avec son entourage, apparemment, les gens qui l'ont eu parlent d'impact girondin, mais enfin, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est le flou le plus absolu. Les nationalistes qui l'ont rencontré, apparemment, ne sont pas sortis subjugués de la rencontre avec Emmanuel Macron concernant la Corse. Donc, wait and see. On va voir les premiers signes qui vont être envoyés. Le message venant de Corse, lui, il est très clair. 3 députés nationalistes, une majorité territoriale nationaliste. On verra s'il y a une réponse. François Hollande, lui, n'en a pas donné. Une esquisse, disons, quelques éléments lors de son voyage, son dernier voyage, mais après tout, ça mangeait pas de pain, c'était à la fin du quinquennat, donc il n'y avait pas de conséquences. Mais il y avait quand même une esquisse qu'il n'avait pas donnée lors de sa première visite au moment de l'anniversaire de la libération de la Corse. On n'en sait pas plus. On va voir ce que fera le président Macron. On va voir déjà, je crois que c'est le 4 juillet, la déclaration de politique générale
du Premier ministre. S'il y a une Édouard mention, Philippe. s'il y a une mention sur l'accord, je vous invite tous au restaurant, dans l'établissement de votre on choix. note quand même. Dans l'établissement de On votre le choix. note quand même. On note, moi je dis, bon, Emmanuel Macron Mais on est dans la a certitude, quand même quoi. précisé, au-delà du pacte girondin, quand il est venu ici en meeting à Forial, et qu'il était prêt à réviser la Constitution pour y faire une petite place à la Corse. Cela dit, quand il a dit ça, il était candidat, et je n'ai pas l'impression, en lisant, en écoutant son entourage, etc., que la Corse soit une priorité pour Emmanuel Macron. On Il rappelle. sait que c'est une île, en revanche, contrairement à la Guyane. Non, Touré, oui, oui. voilà. Ouais. Non, brièvement quand même. D'abord, il faudra que les responsables politiques locaux, en particulier nationalistes, se rendent compte que la Corse est, à mon sens, sortie de l'agenda national et qu'elle a pu occuper la première place de l'actualité pendant 20, 30, 40 ans, mais qu'aujourd'hui, il y a la problématique du réchauffement climatique. On a Donald Trump aux États-Unis. Non, mais on fait un peu de politique prospective. On a des attentats terroristes, islamistes qui se multiplient sur le sol français. Et ailleurs en Europe du reste, Belgique, Grande-Bretagne, etc. Donc on ne peut pas dire que la Vous voulez nous Corse... dire qu'il faut des bombes en Corse pour qu'on s'intéresse? Eh ben, vous me devancez et je vais vous expliquer Toujours. très clairement. Mais ça, on rejoint là la structure très régalienne et très jupitérienne de l'État français. Depuis quand, en réalité, le gouvernement s'intéresse beaucoup moins à la question corse? Depuis le 25 juin 2014. Et oui, et le 25 juin 2014, il y a eu le dépôt des armes du FLNC. Alors je ne dis pas, attention, Bon, que il pour se faire vivotait, entendre... avant, hein. Non, mais il vivotait peut-être, mais il y avait encore la possibilité pour l'État de voir ces symboles atteints. Il se trouve que je ne milite pas du tout, hein, entendons-nous bien. Il reste pour- 2 FLNC en activité. Bon, hein. voilà. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que de ce jour-là, le gouvernement semble s'être dit, les gouvernements qui se succèdent, semblent s'être dit... Moi, je remonterai un peu plus loin dans le temps. Je Oui, remonterai peut-être. à juillet 2003, c'est-à-dire au moment du référendum qui a été un échec, alors que les gouvernements français, de gauche beaucoup et de droite un peu moins, mais quand même, s'étaient investis beaucoup sur le dossier Oui, mais insulaire. il y a Le quand même- résultat du référendum les a dissuadés de s'en On occuper. aurait pu avoir la collectivité unique 15 ans avant. Non, C'est mais vrai. c'est vrai, Ça mais n'a il pas n'en eu lieu. demeure, Personne n'a voulu pas moins que s'en préoccuper la Corse, ensuite, d'une manière ou d'une autre, à échéance plus ou moins régulière, structurait encore de temps à autre Bien l'agenda politique. C'est Là, il fini. se trouve qu'il n'y a plus aucun risque d'atteinte au symbole de l'État, et que donc, à mon sens, les gouvernements se disent, il y a, pardonnez-moi l'expression, 320 000 pignoufs perdus sur une île au beau milieu de la Méditerranée, c'est moins que le nombre d'habitants de la rue de Vaugirard, hein. Donc bon, On est redevenu une région périphérique. Ça voilà, n'intéresse plus. et on intéresse Il est vrai que ça discutait beaucoup on le plus voit. au moment où il y avait des attentats. Ah oui, et mais les voilà. avancées On le politiques voit. ont eu lieu à ce moment. On le voit depuis le début de la semaine, cette victoire de 3 nationalistes corses, tout le monde parle de victoire historique, etc. Il y a 10 ans, 15 ans, ça aurait fait l'effet d'une bombe en faisant C'est 3 lignes dans la presse. un jeu de mots facile, mais choisissez parlant vos quand termes. même. Aujourd'hui, personne n'en parle. On a eu en direct, lors de cette soirée, Jean-François Aquil, qui a un pied en Corse, un pied à Paris, qui est spécialiste politique sur France Info. Il dit, pour nous, c'est pas historique, c'est inédit, et c'est surtout marginal. Marginal. Ça ne va pas changer diamétralement nos rapports avec Paris. Alors justement, Le c'est la rapport de critique- force, je la pense qu'il critique s'établit qui a- davantage à Ajaccio en faisant nos preuves La en tant que critique qui gestionnaire. a été faite aux nationalistes pendant toute la campagne, vous allez servir à rien, pas de temps de parole, pas de groupe. Est-ce qu'ils vont servir à quelque chose, Jean Vitus, ces députés en haut, à part à médiatiser le problème corse Non, je pense que à Paris? l'essentiel de cette élection, c'est le message politique qui est C'est envoyé. ça, mais bien Je sûr. ne suis pas sûr que ce soit déterminant le rôle d'un parlementaire sur 577. Ça, Non. je ne crois pas beaucoup. Ceci dit, ça peut être un travail de lobbying, ça peut être un travail d'explication, des relations aussi qui peuvent être créées par les députés nationalistes. Mais de ce point de vue, je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Peut-être faire avancer un peu plus certains dossiers que tout le monde partage d'ailleurs, hein, qui sont propres à l'ensemble des provinces françaises. Mais de ce point de vue, je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin. En revanche, le message politique, lui, il est très fort. Et il ne faut pas sous-estimer le poids symbolique et le poids médiatique quand même. Hein. On a vu cette semaine la rentrée, par exemple, de la France Insoumise. Ça tape fort. Hein, Mais ils d'un sont point de vue 17, médiatique. ils sont 17, ils ont un groupe et c'est Mélenchon. Et ils ont des figures de pro comme Mélenchon, François Et Ruffin. tu es sûr de faire le buzz à 48 heures quand tu travailles dans un organe de presse et tu réussis à décrocher Mais l'embrouille J'ai avec dit au niveau de Mélenchon. l'efficacité, je ne suis pas sûr que Mais c'est non, le mais plus important. l'efficacité zéro et en même temps, pour décrocher l'embrouille avec Mélenchon, c'est pas très compliqué. Non, Quand non, tu es non. journaliste, il suffit de t'approcher. Donc moi, c'est clair. Mais c'est sûr que c'est sur le plan médiatique que va porter davantage leur C'est- rôle non. que sur le travail parlementaire. D'autant que même en ayant un groupe, on l'a dit tout à l'heure, le régime s'est présidentialisé, même en ayant un groupe, qu'est-ce que ça change? C'est devenu une chambre d'enregistrement. Exactement. Mais Donc, là où Jean Vitus a raison, je fatigue.
En fait, c'est le travail d'influence et de lobbying et de prise de contact à Paris, pas seulement au sein de l'Assemblée nationale d'ailleurs, mais on est au contact d'un tas de gens à Paris. Et je ne parle pas simplement sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan des idées. International. On s'enrichit, international, etc. C'est sur ça, à mon sens, parce que s'ils pensent à 3 avoir le moindre poids dans l'hémicycle, D'autant que l'essentiel du travail parlementaire se fait dans les cabinets ministériels. C'est là qu'il faut aller toquer. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un autre enjeu, c'est un peu plus tard, c'est les élections municipales. Alors, on a vu que les nationalistes sont arrivés en tête dans beaucoup de communes, dans des proportions très importantes, à Calvi, à Île-Rousse, Corté, Sartène, dans le Niébule à Concador, comme sur la commune de Saint-Florent. On revoit ces images, c'était dimanche soir au second tour à Saint-Florent, où la suppléante de député Juliette Poncet a fait un gros travail pour Péragours. Sigana Bataillé est arrivée en tête au premier tour avec 44% des voix, au deuxième tour avec 63% des voix sur une commune où elle ne cache pas son intention. Elle sera présente en 2020 pour faire face au candidat, s'il est encore candidat, Claudie Olmette. On écoute les deux et puis on en parle après. C'est une dynamique qui a été créée depuis les décembre 2015. Elle a été confirmée ce soir et je pense qu'elle sera encore confirmée en décembre de l'année à venir. Et oui, la commune de Saint-Florent est une commune qui a besoin de renouveau, qui a besoin de changement et nous répondrons présents en 2020. Il s'avère qu'il y a une élection qui est une élection législative. Il faut laisser les électeurs voter en leur âme et conscience. Lors d'une élection municipale, bon, j'ai une liste ouverte, il y a des gens qui sont de gauche, des gens qui sont de droite, il y a des jeunes, il y a des écologistes, et il faut les respecter, et tout le monde, et on travaille main dans la main. Voilà. Pas question de faire une élection de terrain, c'est une élection législative. Je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas commencer à mon âge. Alors, est-ce qu'il y a un vrai enjeu pour les nationalistes de passer dans vraiment l'exécution du pouvoir, puisqu'il semblerait que l'accès au pouvoir, ce soit moins un problème en ce moment? Je ne comprends pas votre question. Danger pour les maires qui ont vu les mais on en a parlé un peu avant. Effectivement, les maires comme Claudie Olmette qui voudront s'opposer frontalement aux nationalistes auront d'énormes difficultés. Demain, en 2020, je pense que tout le monde devra être plus ou moins nationaliste, ou en tout cas de ne pas les affronter directement. Sans quoi parce qu'il y a très peu d'espace politique. Vous l'avez dit, les nationalistes ont colonisé le paysage politique corse. Donc les maires, leur positionnement, ça va être délicat. Les fronts républicains, tout ça, c'est terminé, ça ne marche plus. Alors Jean Vitus, est-ce qu'il y a un défi pour les nationalistes, c'est-à-dire former des cadres pour prendre ces communes demain? C'est aussi ça aussi, puisque quand on prend le pouvoir, il faut grandir. Mais d'abord, il y aura une autre élection avant l'élection municipale, c'est l'élection territoriale du mois de décembre qui va être déterminante parce que il y aura la collectivité unique au 1er janvier. Ça veut dire que cette collectivité aura un poids politique extrêmement important. Elle sera la seule institution politique de la Corse et elle aura un poids également financier important, même si elle aura beaucoup de dettes et beaucoup de choses à gérer de façon extrêmement difficile. Mais en tout cas, ce sera un vrai paquebot et celui qui emportera les élections législatives sera dans une très bonne situation pour préparer les élections municipales. Ceci dit, concernant l'évolution de tous ces maires qui ne sont pas forcément tous des nationalistes, évidemment, ou même des antinationalistes. Il faut relire le bouquin de Jean-Louis Briquet qui s'appelle « La tradition en mouvement », avec l'adaptabilité à chaque fois du système traditionnel, je ne dirais pas claniste, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus forcément le même sens, mais en tout cas, le système traditionnel a une faculté essentielle, c'est de s'adapter, et de s'adapter dans un temps très court et à toutes les situations. Et si demain, à la place des nationalistes, je dirais modérés, entre guillemets, qui sont aux affaires, ce sont les indépendantistes, eh bien, ce système politique traditionnel s'adaptera aussi très bien à l'évolution de la Corse. Les nationalistes, évidemment, auront besoin de former leur propre cadre, mais ils vont pouvoir bénéficier aussi du transfert d'un certain nombre de ces élus. C'est pas un danger, Antonin Albertini, d'intégrer ces forces traditionnelles contre qui on a combattu hier et qui s'agrègent très vite? Pour moi, excusez-moi, le principal danger, c'est de voir, moi qui suis un lecteur assidu de certains philosophes politiques, pour moi, le danger absolu, il vient de la concentration extrême de pouvoir dans un seul camp. Voilà. Aujourd'hui, la menace à laquelle on risque d'être confronté, c'est ça, parce que Jean Vitus le disait, collectivité unique, dont du reste, au-delà de ce que le clan nationaliste, on l'entend chez les opposants. Et pour cause, la collectivité unique ou unie, comme on l'appelle, en dépit de ce que martèle une communication très bien huilée de la part de l'exécutif, de la part du président de l'Assemblée de Corse pour l'instant, ses contours, son véritable poids administratif, etc. Et tout n'est pas si simple et tout n'est pas réglé à l'heure où l'on parle. Et demain, s'il y a une concentration des pouvoirs
au sein d'un même courant d'idées, fut-il traversé par des sensibilités différentes, avec Bastia qui est nationaliste, la région qui serait nationaliste, un certain nombre de maires qui tourneraient kazakh ou des points d'appui conquis par les nationalistes. Vous savez, on va faire un truc très simple, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, on connaît la formule, je ne fais de procès d'intention à personne, mais dans l'intérêt même des nationalistes, il serait bon de leur rappeler que finalement conquérir le pouvoir, ça met du temps, mais c'est relativement plus facile que le conserver, et surtout le conserver sans trébucher. Alors Patrick, sur l'exécution du pouvoir, que vont-ils faire de leur pouvoir, justement, parce qu'apparemment ils prennent le pouvoir? Bon, il faut qu'ils gagnent à la fin de l'année. Hein. Et effectivement, s'ils gagnent, ils sont bien placés pour gagner, ils auront un pouvoir énorme. La collectivité unique, c'est 5000 agents, ce sera 5000 agents, c'est plus d'1,5 milliard d'euros, donc c'est pas rien. De budget, oui. Et donc là, il faudra qu'ils fassent leurs preuves, parce que maintenant, on ne pourra plus se réfugier, ils seront comptables du futur bilan. Il faudra y résister à la tentation du néoclanisme, là, c'est pas évident, hein. Il faudra drôlement y résister. Il faudra qu'ils fassent leurs preuves. Edmond Siméon, il a très bien dit dimanche soir, hein, devant la mairie de Bastia, on pourrait me dire, il est responsable. Hein. Passer à la phase de responsabilité d'exécution, c'est le vrai défi. Il faudra du concret, ça, inévitablement. 18 mois, les gens ne vont pas demander des choses impossibles. Là, mais pour les 4, 5 ou 6 ans à venir, là, il faudra du concret. Le système établissement, c'est eux dorénavant. Le statut n'est pas abouti. Eh oui. Les ordonnances, elles ne peuvent pas rester en l'état, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une seule collectivité sans l'organisation d'autres pouvoirs, en particulier les intercommunalités, qui elles feront le contrepoids à la collectivité territoriale. Donc là, on est au milieu du gué. Il faut voir ce que va faire le gouvernement, ce que vont proposer aussi les élus corses, mais on n'en est pas encore dans un statut abouti. On pourrait avoir une majorité absolue dans ce contexte-là, et pour une fois, à l'Assemblée de Corse, d'après vous? Je pense que c'est bien parti quand même. Antoine, là-dessus? Pas mieux. Oui, c'est tout à fait, c'est dans l'ordre du possible, oui, effectivement. Ça changerait vraiment la donne pour la gestion, justement, et le défi qui se présente? Ils n'auraient plus aucune excuse. Ils sont obligés de réussir. Ils seront comptables du bilan. Ce serait une première, hein. Ce serait une première d'avoir une majorité absolue. C'est normal, on a vécu pendant un siècle avec des partis traditionnels, les cartes ont été rebattues, les nationalistes sont au pouvoir, et il y a fort à parier que dans une dizaine d'années, elles seront encore rebattues, ces cartes, parce que les gens jugeront sur le bilan, et pas simplement sur un concept de « moi je défends les intérêts de la Corse, moi je suis l'ambassadeur, moi je suis le relais, etc. » Mais pour l'instant, c'est des concepts assez creux. Je ne pense pas. Les gens demanderont dans 10 ans, est-ce que le nombre de chômeurs a baissé ? Est-ce que le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté a diminué? Je pense qu'ils vont devoir surtout sérieusement sortir de la com à tout craint. Ça, ils excellent. Et du symbole. Ils excellent dans la com et dans les symboles, c'est très bien, parce qu'on les bat, le bus de Maria Gentile, et tout le monde est content. Mais il y a du concret, il y a du travail de concret, et il faudra labourer le terrain pour le coup. Alors voilà, on arrive à la fin de cette émission. Ils seront jugés sur ça aux prochaines séances. Peut-être quelle sera la une de Septimane vendredi? La une de Septimane vendredi. Le journal où vous travaillez, vous savez. Le seul hebdomadaire qui n'a pas Emmanuel Macron à sa une. Effectivement, non, très brièvement, ça sera un panel complet, un programme complet de tous les festivals de musique, de cinéma, de théâtre, etc. à travers la Corse cet été. On le note. Un véritable guide incontournable. Vous avez l'air très impliqué dans cette édition. Merci à tous. Merci d'avoir suivi. C'est le dernier numéro d'Inquiest de la saison. On se retrouve en septembre pour évoquer l'impact de la saison touristique et les infrastructures. Buonasera a tutti.